Alors je me donne la parole pour le dernier topo et la présentation de Pierre Costa que vous allez voir. C'est pas tout à fait un hasard, c'est avec Pierre, on se connaît depuis très longtemps. On a tous les deux été chefs de poule dans les hôpitaux universitaires et on a beaucoup de choses communes. Dans le cadre de la réorganisation territoriale, les stratégies alternatives et l'influence des spécialités. On connaît tous, on l'a vu tout à l'heure, les difficultés qu'il pouvait y avoir au niveau des structures des établissements de santé, avec les éléments que j'avais indiqués. Vous voyez ce que j'ai marqué en dessous, Pierre vous l'a prouvé, parce que l'efficacité ou la pertinence de services universitaires ou de centres hospitaliers avec trop peu de personnel médical, ça pose véritablement une question. Et donc, à la fois, il y a eu la mission GHT avec Jacqueline Hubert et Martineau, puis d'Allo GHT, et le rapport de l'Académie de chirurgie, qui ont été un peu dans le même sens. Pourquoi on doit réfléchir à partir des, pour parler des chirurgies, à partir des spécialités chirurgicales et interventionnelles, et pas de façon globale au départ, c'est-à-dire qu'au moment où on veut organiser les choses. Eh bien parce que, suivant les spécialités, non seulement les recrutements, mais les plateaux techniques ont un certain nombre de spécificités. D'autre part, ça a été évoqué par Emmanuel Vigneron, la démographie est variable. En France, il y a 10 000, pour faire très simple, 10 000 orthopédistes, 10 000 digestifs, 1200 urologues, 800 vasculaires. Par définition, avec des nombres comme ça, on ne peut pas organiser les choses de la même façon. Dans le temps, dans le temps c'était il y a 20 ans, il y avait dans un hôpital moyen 3 urologues, 3 orthopédistes, 3 digestifs, 1 urologue. Il est évident que ces proportions de spécialistes par rapport à la géographie pouvaient à la limite correspondre en termes de territoire. Maintenant, les urologues, les vasculaires, tout un tas de spécialités chirurgicales, on dit on ne peut plus travailler tout seul. C'est exactement ce que vous avez expliqué, Pierre Costa. Et donc, ils sont plusieurs à travailler dans certains sites. Donc, manifestement, ça a été évoqué tout à l'heure, il y a aussi une réflexion sur l'interpénétration des territoires de santé pour la chirurgie, parce que les quantités de personnel, de ressources chirurgicales ne sont pas les mêmes. Il y a un certain nombre de prises en charge spécifiques. Tout le monde fait de la consultation chirurgicale, tout le monde fait de l'ambulatoire, tout le monde fait de la hospitalisation classique. Mais il y a également ce qu'on appelle la chirurgie prestataire. Alors, indépendamment des greffes qui sont avec autorisation, mais par exemple en neuro-urologie, nous les urologues, nous travaillons et le recrutement est quasiment à 100% à partir de centres de réadaptation. Et les malades arrivent, on est les prestataires des centres de réadaptation, même si on travaille avec eux. Il y a tout ce qui est la chirurgie urgente. Les pourcentages d'urgence, suivant les spécialités chirurgicales, ne sont pas du tout les mêmes. Et tout à l'heure, on a vu qu'elles n'étaient pas forcément dans les mêmes conditions. Il y a des chirurgiens, des spécialités chirurgicales qui ont un taux de consultation médicale qui n'est pas négligeable, à commencer par les urologues. En urologie, il faut voir 10 malades en consultation pour un malade opéré. Donc c'est pas du tout comme en chirurgie cardiaque où les malades sont adressés par les cardiologues et que le taux de malades opérés par rapport à celui vu en consultation est beaucoup plus élevé. Et puis en fin de compte, il y a un certain nombre de spécialités que j'ai indiquées là qui ont besoin de consultation, et Pierre l'a évoqué, de consultation technique qui nécessite du matériel qui est très important. D'autre part, on l'a vu tout à l'heure, la reprogrammation des activités d'urgence, la multidisciplinarité, et dans certaines spécialités, pas dans d'autres, le fait que l'interventionnel et l'endoscopie digestive doivent être intégrés dans ces consultations, c'est des spécialités, entre guillemets, chirurgicales nouvelles qu'il faut prendre en compte, et d'autre part, les difficultés démographiques en anesthésie imposent également ces changements d'organisation. Et d'autre part, on l'a vu également tout à l'heure, les schémas à gauche, dans les équipes chirurgicales, il y a une hétérogénéité. Vous avez des équipes comme le premier schéma en haut, où vous allez avoir sur 5 praticiens et qui vont avoir une formation commune pour, et prenons l'exemple de l'urologie, toute l'urologie de base, et puis chacun aura une spécialité pour la litase, pour le cancer, pour la neurourologie, etc. Vous avez d'autres spécialités où vous avez des manques, ou alors, comme le troisième ici, eh bien, vous avez par exemple des chirurgiens digestifs qui ne font plus que du bariatrique,
Ils ne font plus rien d'autre. Vous avez des orthopédistes qui font l'épaule, point que l'épaule. Et donc tout ça doit être pris en compte pour l'organisation des choses. Et puis vous avez des structures qui sont complètement appauvries en termes de nombre, et je ne parle même pas en termes de surspécialité. Donc, il nous semble très important, et c'est ce qu'on avait dit dans notre rapport, que d'abord il faut réorganiser à partir du terrain. Aujourd'hui, tous les orateurs ont vraiment insisté là-dessus. Ça doit partir de la base pour remonter. Ça part d'en haut pour stimuler la réflexion, mais il faut que ça parte de la base, il faut que ça parte de la base avec des outils objectifs qu'on a évoqués tout à l'heure, car si on n'a pas des outils objectifs, mais qu'on a des outils trop globaux, ou qu'on demande l'avis simplement des chirurgiens comme ça, au pif, on n'avance pas. D'autre part, il y a le problème des bassins de population et des territoires, je l'ai dit tout à l'heure, en fonction de la démographie urologique. Pierre vous l'a montré sur des exemples particuliers. Et donc, pour traiter les structures chirurgicales insuffisantes, parce qu'il y en a à partir d'un projet médical, et que ce projet médical, il doit être décliné par spécialité, car je le répète, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas le mou, le dur et puis tous les autres. Maintenant, il y a les 15 spécialités, si on ajoute l'interventionnel et l'endoscopie digestive, qui doivent chacune être analysées, et l'ensemble, on va le voir, ensuite synthétisé. Et donc, les GHT, ils ont permis les filières patients, puisque maintenant on sait, les données du ministère, qu'il y a à peu près 1000 filières patients et pathologies qui ont été mises en route, et Pierre Cossam-Lavigny m'a déjà envoyé son projet. Il y a ce qui existe déjà, puisqu'il y a des contrats entre équipes ou établissements avec les postes partagés, dont l'exemple est typique au démarrage à Nîmes. Et puis, il y a ce que Nîmes a fait, ce que par exemple avec la RSI de France en urologie, on a fait dans le 93, où tous les urologues qui étaient un par hôpital, on a fait une équipe commune, unique d'urologie pour l'ensemble de 93 et qui vont travailler dans les hôpitaux différents. Donc c'est la mutualisation et la constitution d'équipes territoriales. Et donc, que ce soit les filières, les contrats en bilatéral ou en trilatéral, ou les mutualisations complètes d'équipes, c'est des niveaux différents, mais qui sont tous bons, qui doivent s'adapter à ce que le terrain a besoin. Et un des gros avantages des équipes territoriales, c'est que c'est un moyen d'augmenter la taille des équipes de chirurgiens et d'avoir la possibilité de répondre à la demande de la population et à la permanence des soins. Deuxièmement, ça permet la formation de l'ensemble des chirurgiens. Je rappelle qu'en chirurgie, en France, dans certaines spécialités, en 2016, 40% des chirurgiens qualifiés dans ces spécialités étaient des chirurgiens à diplôme extra-européen avec une compétence discutable. Certains étaient très bons, d'autres étaient très mauvais, mais ils ont été tous qualifiés. Donc il va falloir, d'une manière ou d'une autre, réussir à former ces chirurgiens pour que vis-à-vis de la population, on donne une égalité de chance. Et d'autre part, l'accès de technologie, Pierre l'a prouvé de façon évidente, on ne peut plus envoyer maintenant des jeunes chirurgiens dans des endroits où il n'y a pas un plateau technique suffisant. Or, on sait très bien que pour faire un plateau technique performant dans toutes les structures, notamment dans celles qui actuellement, je vous rappelle, qui a à peu près entre 2 et 5% d'hôpitaux dont l'activité va. Là, je parle d'hôpitaux, je parle pas de clinique, dont l'activité va en décroissant. C'est pas dans ces hôpitaux-là qu'il faut, a priori, parfois ça peut être nécessaire, mais dans d'autres cas, il faut réfléchir éventuellement à fermeture de sites. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est par spécialité chirurgicale et par site, et quand il y a plusieurs sites, pour chacun des sites, définir quels sont les objectifs de ces sites. Et alors tout à l'heure j'entendais Thierry Béchu qui parlait des problèmes et de la crainte de la FHP, et que je comprends tout à fait, sur les problèmes de classification en donnant l'exemple des maternités avec 1, 2, 3. Nous, ce qu'on propose, et ce qui a été parfois mal compris, ce qu'on propose, tout à l'heure je vous ai montré cette diapositive, en termes de recensement, c'est-à-dire qu'on est parti de qu'est-ce que les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, font comme méthodologie d'activité de la chirurgie, depuis les consultations, l'ambulatoire. J'ai bien entendu dire qu'il n'y a pas de malade lourde, malade léger, ou d'ambulatoire lourd ou pas léger. C'est pas tout à fait vrai. En tant que chirurgien, on sait très bien qu'il y a des choses qu'on peut faire à certains endroits et des choses
qu'on fera dans d'autres endroits parce qu'on a besoin d'un plateau technique qui est différent. Et donc, ce qui est important, c'est que quand on construit un GHT qui a, mettons, 4 établissements, et je ne parle pas s'il soit privé ou public, 4 établissements, c'est pour chaque établissement où on a dit on va continuer de faire des activités de spécialité chirurgicale. Premièrement, les 4 établissements ne font pas forcément toutes les spécialités chirurgicales. Et deuxièmement, ce qu'il faut, c'est par établissement définir quels sont les objectifs et qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce que là, on va faire depuis la consultation jusqu'au recours, et ça, établissement par établissement. Et c'est là où il est important de définir ce qu'on va faire. Et après, il ne s'agit pas de dire l'établissement un tel, il est de niveau 1, 2, 3 ou 4, parce que c'est vrai pour l'urologie, il va peut-être être 1 en urologie, si on prend les chiffres qu'il y en a, il peut être 1 en urologie, 2 en vasculaire, 3 et 4 en digestif, en orthopédie, et en ophtalmo et en ORL. Bon, l'établissement global, il a du 1, il a du 2, il a du 3 et du 4, suivant les spécialités chirurgicales. C'est pour ça que je pense que, et c'est une réflexion qui vient du fait que ça doit venir du terrain du projet médical, d'avoir une description objective pour que tout le monde parle de la même chose avec ce type de réalité. Donc, on ne définit pas l'établissement avec un niveau comme en maternité, mais on analyse et on définit les objectifs en fonction de ces niveaux. Et donc, c'est pour ça que c'est important de définir cette activité. Le rôle des DIM est quelque chose d'important, mais là aussi les DIM, il faut bien travailler avec eux, leur expliquer le niveau de granularité qu'on souhaite et pas avoir forcément de temps en temps des chiffres qu'on nous sort comme ça et qui sont des chiffres globaux qui ne sont pas suffisamment précis. Les questionnaires qu'on est en train avec Jean-Claude Couffinal qui est là et Brigitte Comcy de monter pour l'ARS Île-de-France, qui sont des questionnaires à la fois quantitatifs et qualitatifs et qui ont été montés pour fonctionner aussi bien dans le public que dans le privé et qui permettent de décrire vraiment les choses. Il faut partager avec les praticiens les projets possibles et les organisations selon les spécialités, les activités dans les spécialités. Je pense qu'il est très important, parce que je vais le dire dans la conclusion, il faut faire de la pédagogie vis-à-vis des acteurs de terrain. Et pour ça, il faut éventuellement avoir des experts objectifs qui soient neutres. Quand des gens, comme moi par exemple, on discute avec des collègues pour leur dire qu'est-ce qu'un GHT peut vous apporter en plus, moi personnellement, j'ai aucun intérêt dans les GHT ni pour ni contre. Mais je peux expliquer un certain nombre de choses. Tandis que, comme beaucoup de réformes de la médecine sont souvent arrivées du haut, là, on donne la possibilité aux gens de faire des modifications à partir du terrain, ils n'ont pas l'habitude de le faire. Adapter le périmètre géographique du territoire, je vous l'ai dit, et Emmanuel Vigneron en avait parlé tout à l'heure, et puis quand on démarre avec les volontaires, c'est mieux. À Nîmes, il y avait quelqu'un qui était volontaire, ça existe depuis 10 ans. Donc les difficultés, il ne faut pas détruire ce qui marche déjà, ou on regroupe les petites équipes concurrentes pour faire une équipe de territoire, ou alors on associe les structures entre elles, on l'a vu, hiérarchiser les sites et les plateaux techniques, le problème d'être intelligent et innovateur sur les statuts et les rémunérations, ça c'est quelque chose pour lequel les médecins ne peuvent rien, or c'est primordial, et on en a parlé, et là, si on ne fait pas attention, on tombe d'une part du côté des médecins dans les problèmes de statut et de défense syndicale, et d'autre part, il faudrait inventer peut-être des systèmes où on ne touche pas au statut, aux défenses syndicales, mais on s'occupe de donner plus sur ce qu'on va économiser par ailleurs. C'est éventuellement un moyen d'en sortir, mais si on ne valorise pas les innovations, et si, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, le fait d'améliorer les choses fait que tout le monde y perd, sur le plan de la valorisation, c'est un peu dommage. Alors c'est vrai qu'il faut savoir que inéluctablement, il y aura des fermetures de sites chirurgicaux. Je ne dis pas fermeture d'hôpitaux, mais de sites chirurgicaux dans certains hôpitaux. Mais il faut savoir qu'avec ces articulations, ces créations de consultations avancées ou d'activités ambulatoires, ça peut permettre de ne pas fermer globalement quelque chose et d'autre part de garder de la proximité. Le problème du multisite, on l'a déjà vu. Il est évident que c'est un moyen de corriger les activités chirurgicales qui sont faites de façon très rare parce que les gens ont habitué, opérer 2 fois un rectum par an dans un hôpital qui fait que 2 rectums par an, c'est pas du tout logique. Dans un cadre d'un GHT, on va pouvoir corriger ça.
il faudra adapter les blocs, on l'a vu. Alors évidemment, c'est comme pour les directeurs, il y aura des disparitions de chefferies de service de chirurgie. Évidemment, c'est un problème global. Alors, quelqu'un a évoqué le fait que l'articulation entre des équipes chirurgicales homogènes, équipes de territoire, avec plusieurs hôpitaux et plusieurs directions, là aussi, il faut qu'on arrive à régler le problème. Par contre, ça a beaucoup d'avantages. On renforce la taille, c'est un moyen de renforcer la taille et l'homogénéité des équipes chirurgicales pour obtenir des niveaux qui soient indispensables. Ça diminue la concurrence des recrutements entre les structures, qu'elles soient publiques ou publiques-privées. Ça humanise les parcours parce que les malades qui sont vus par un chirurgien dans un hôpital, disons un peu périphérique, et dont le chirurgien vous dit je vous emmène dans l'autre hôpital où je l'opère et j'ai plein d'autres techniques, ils ne sont pas envoyés ailleurs sans rien connaître. Et donc ça, manifestement, il y a des expériences qui ont montré que ça marchait beaucoup mieux. Ça harmonise la demande et ça permet pour tous les chirurgiens d'avoir un accès égal aux nouvelles technologies, à la formation et aux conditions de travail, ce qui augmente donc l'attractivité. Et donc, le principe des GHT est un très bon principe. Les questions qu'il faut essayer d'affiner, c'est le problème des territoires et la définition des territoires, parce que je vous l'ai montré, par spécialité, les territoires ne sont pas forcément les mêmes. L'analyse plus fine des activités que ce qui est éventuellement prévu ou non dit. La pédagogie de l'intérêt des GHT vis-à-vis du personnel médical. Je pense qu'il y a actuellement encore, bien que le fait qu'il y ait 1000 filières qui soient envoyées déjà au ministère est plutôt un bon signe, mais il y a encore des collègues qui se posent des questions sur vraiment à quoi ça correspond cette nouvelle règle. Et je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire. Et là, le rôle des académies et des sociétés savantes et des conseils nationaux professionnels peut être important. Et puis, je pense qu'il est important que, alors ça c'est l'expérience des urologues ou du fait de la lithotricie par exemple, ça fait longtemps qu'il y a eu des participations publiques-privées dont certaines ont très bien marché. Et donc en conclusion, le succès de cette réorganisation, c'est convaincre les équipes de terrain par de la pédagogie, et c'est un peu la guerre entre les différents secteurs, l'accès aux données fines d'activité. Nous pensons vraiment qu'il faut raisonner à partir des spécialités pour définir les objectifs et les types d'activités sur les différents sites, et ensuite on synthétise les organisations chirurgicales et interventionnelles sur l'ensemble des sites du GHT et le territoire correspondant. Et donc il faut qu'il y ait un rôle partagé entre équipes chirurgicales, établissements de santé et ARS. Alors ça c'est peut-être de la langue de bois, mais en pratique on voit très bien que dans certaines régions ça ne marche pas parce que ça part d'en haut et ça ne part pas du terrain, et que quand ça part du terrain ça marche beaucoup mieux. Et donc on va obtenir avec ça, probablement en chirurgie, des équipes qui vont être plus étoffées, elles seront peut-être moins nombreuses, elles seront moins dispersées sur le territoire, mais ça sera mieux organisé et le territoire sera mieux couvert. Et enfin, il faut créer de la valorisation pour les porteurs d'organisations innovantes. Je vous remercie. Alors, avez-vous des questions aux différents intervenants ou des deuxième session a été assez interactive, avec des questions entre le privé et le public qui vont être intéressantes. Qui a des questions? Oui. Question courte. Il faut aller très vite parce qu'il est 1h15 et que si on ne veut pas finir trop tard après avoir pris un petit quelque chose pour se restaurer, il faut avancer. Question brève. Question brève, donc c'est pour Monsieur Béchu. Alors, j'ai fait une intervention, effectivement, vous l'avez reprise, j'avais mis tous les prolégonèmes nécessaires. Hein. Encore une fois, je n'ouvrais pas la bataille, c'était pas une histoire de chasse. Mais pour répondre à votre question, le secteur hospitalier privé avait bien les autorisations des urgences. Mais vous avez dit à un moment, parce que je l'ai noté, le libre choix du patient. Il faut respecter le libre choix du patient. Alors, je ne vous poserai pas la question à vous, mais je la poserai donc à M. Costa, dont l'exposé était parfaitement magnifique. Mais qu'est-ce que vous pensez, vous, M. Costa, de ce libre choix du patient? On va rentrer dans la doxologie, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est-à-dire, pour le Conseil national de l'ordre, le libre choix du patient, le paiement à l'acte, etc., etc. Je ne sais plus quel est le troisième, mais... Alors, Pierre d'abord et Thierry ensuite.
Moi, je vais répondre que je crois pertinemment que le libre choix du patient doit être respecté. En ce qui me concerne, les deux systèmes, chirurgie publique et chirurgie privée, sont indispensables en France. Je n'imagine pas un futur où l'une des deux activités ne soit pas. Je ne vois pas comment le privé pourrait faire tout ce qu'on fait en public, et je ne vois pas comment nous, en public, on pourrait faire tout ce qui est fait en privé. Donc la question de travailler ensemble est une vraie question. Mais je voudrais dire que l'inquiétude que déclenchent les GHT dans nos confrères privés, parce que je l'ai entendu exprimer, mais elle s'exprime partout. On la comprend. Mais essayons de dire les choses comme elles sont. Combien y a-t-il d'opérateurs privés aujourd'hui en France? 3, 4, 5? Il y a des régions complètes où toutes les cliniques ont été rachetées par le même opérateur. Bon. Est-ce que le système public, nous nous sommes roulés par terre en disant « Oh là là, quelle inquiétude! Ils vont se mettre contre nous. Ils vont monter les réseaux contre nous. Ils vont nous piquer nos malades. Ils vont... » Non. Non. Ben c'est pareil. Le GHT, c'est une réorganisation des services publics qui doivent apprendre à travailler ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on va exclure le privé, ça ne veut pas dire qu'on va casser, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler ensemble. Il faut qu'on arrive à se parler sincèrement si possible, à évoquer tout, pas simplement l'économie, etc., mais tout. Voilà. Pourquoi, quand la clinique privée a un chirurgien qui s'en va ou qui meurt, dans les 48 heures, elle appelle chez moi pour me piquer quelqu'un? Il n'y a pas la possibilité d'avoir un peu de règles d'éthique? Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que se renforcer, c'est pas forcément vouloir affaiblir le CHU ou l'hôpital public? Il y a plein de choses dont on peut discuter qui feraient qu'après, dans une table, eh bien, on se parlerait autrement. Alors, c'est le but de cette réunion, et on remercie encore les représentants du public et du privé et de la FEAP d'être venus, et justement, les choses avancent. D'ailleurs, Thierry, petite réflexion. Comment répondre? Parmi les principes qu'on a présentés, je crois qu'on dit la même chose, puisqu'en fait, on dit juste que, à la différence de ce que vous avez dit effectivement sur les grands groupes nationaux, là on est sur des discussions territoriales. Donc ce qu'on dit juste, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un projet médical qui l'emporte sur l'autre, et qu'effectivement il y ait un respect de tous les acteurs sur ce sujet-là, et qu'effectivement qu'on se parle. Tout simplement, c'est ce que ça veut dire. Parce qu'effectivement, il y a certaines ARS qui auraient tendance à dire j'ai un projet médical du GHT qui représente X structure et je vais l'imposer à tout le monde parce qu'il me va bien par ailleurs. Et donc on a l'impression d'arriver après la guerre, si je puis dire, après les débats, et de ne pas avoir effectivement été invité autour de la table. Et merci pour votre honnêteté transparente de dire qu'effectivement sur le terrain, c'est ce que nos adhérents remontent aussi, c'est leur grande inquiétude. C'est de se voir imposer un schéma. Je ne pense pas que les grands groupes nationaux aient imposé un schéma à qui que ce soit par rapport à ça. Donc, je crois qu'on est aujourd'hui en phase, et on s'est expliqué avec David Gruzon sur le pourquoi du comment, la petite proposition numéro 3 qui crée les choses ont l'air d'avancer. Mais les choses ont l'air d'avancer, donc on va dans le bon sens. Alors après, le problème du CHU, sur votre deuxième question, c'est il me pique des praticiens. C'est que le CHU est aussi le lieu de formation, donc à un moment donné, les praticiens peuvent partir. J'entends ce que vous me dites sur les CHG, sur les CH, excellent de jour, mais le CHU, il est le, pour utiliser, au risque d'utiliser des mots qui vont choquer, comme Nicolas Bouzou, il est producteur de professionnels. Il met, si j'utilise des termes économiques, parce que je trouve que je suis de formation économique, il met sur le marché des professionnels qui ne sont pas tous appelés à rester au CHU. Donc après, effectivement, il faut trouver l'éthique, l'équilibre, ce que vous dites. Mais le CHU, c'est quand même spécifique, puisqu'il met sur le marché, y compris des généralistes de la santé, des gens qui ne sont pas appelés à tous rester au CHU, qui sont appelés aussi à partir dans des CH ou ailleurs. Donc, mais j'entends votre problématique d'éthique, et après, le fond et la forme aussi, j'imagine, la manière de faire. Merci. Je voulais poser une question à Emmanuel Vigneron, c'est à propos des territoires. On le voit bien, il y a beaucoup de géographes qui ont parlé des territoires plus dynamiques que géographiques, avec notamment les axes d'activité. Dans son livre, il a fait toute une simulation sur les temps d'accès, qui est passionnante d'ailleurs. On a l'impression que suivant les ARS, la construction des territoires a été très variable.
et on n'a pas l'impression inversement que la notion d'accès des patients, et d'ailleurs Pierre l'a montré dans sa région où Arles qui est à côté est mis de l'autre côté, donc je voulais avoir également de façon précise et courte votre idée sur la manière, quels sont les bons critères géographiques entre guillemets pour définir les territoires. Ça pourrait être assez simple si on voulait que les choses le soient et si l'administration voulait bien qu'elles le soient. Ça pourrait être assez simple si on se disait, après tout, que dit la loi et toutes les lois, comme je l'ai montré ce matin. Elles disent, bon, tout ça c'est fait pour les patients. Et puis, secondairement, c'est aussi fait pour les professionnels. Pour leur permettre, Pierre l'a fort bien dit dans son intervention, au tout début, ça devrait être l'objectif central de toute administration que de faciliter le travail des professionnels. Voilà, on est là pour ça. Et donc, si on disait ça, à partir de là, quels sont les principes qui en découlent? Ça veut dire une base populationnelle suffisante pour créer un marché, un bassin de recrutement où vont se retrouver de nombreux cas qui permettent un exercice varié de sa discipline. Ensuite, ça veut dire un bassin de population suffisant combiné avec un temps d'accès aux établissements du GHT qui soit compatible avec les usages, les emplois du temps, des choses comme ça. Par exemple, donc l'exemple de Nîmes, là, Nîmes-Alès, moi je suis nîmois d'origine, et professeur Armand-Poulet, comme vous savez, mais Nîmes-Alès, aujourd'hui c'est 20 minutes environ, surtout du CHU de Nîmes, qui est au fond à l'entrée de la route d'Alès, si on peut dire. C'est plus facile d'organiser l'urologie entre Nîmes et Alès que dans notre territoire. J'ai un copain qui est obstétricien à Nancy, donc on parle beaucoup de Nancy ce matin, c'est Olivier Morel, un grand copain à moi, et Olivier il se bat pour organiser Nancy-Épinal. Ouais. C'est sûr que c'est quand même plus coton Nancy-Épinal, tout respect à Nancy, hein. Non, mais Nîmes c'est quand même plus facile par les temps qui courent que Nancy et Alès, pourtant petit, qu'Épinal, hein, où il n'y a plus grand monde qui va. Il y a une 4 voies maintenant. Donc on a des règles comme ça qui pourraient nous faire dire bon, ben, qu'est-ce qui est bon, quel est le diamètre au fond du GHT, quel est le contenu qu'on veut y donner. Moi j'étais à l'eau ce matin. Je dis en gros c'est 80-85% de l'activité chirurgicale. Et si on regarde les valeurs apportées par Madame Brami, excusez-moi, par Madame, je fais confusion avec Isabelle Brami, par Madame Brami, on voit bien qu'on est dans ces clous-là parce que c'est le niveau en gros de volontaire de la TIA qui est décrit dans ces 80%. Donc voilà des réponses simples. Si on voulait, les choses seraient possibles. Alors pour la chirurgie, je ne sais pas pourquoi ce matin je suis parti sur autre chose, mais j'avais préparé des cartes qui montrent bien, mais enfin elles sont connues, qui montrent bien que l'organisation de telle chirurgie n'est pas l'organisation de telle autre chirurgie, que le bassin de recrutement de la pénicectomie n'est pas celui du pontage aortocoronarien, ou que le pontage aortocoronarien c'est pas non plus celui de la transplantation rénale. Voilà, trois exemples à 3 niveaux. Et donc au fond, c'est ça que j'ai dit ce matin, que le territoire du GHT n'avait pas vocation à constituer une baronnie. Quelqu'un d'autre a employé un autre terme, je ne sais pas si David Bouson ou quelqu'un d'autre, mais en gros, où c'est vous, les GHT n'ont pas vocation à être des baronnies, et elles ont vocation à s'intégrer dans un système gradé. Et par-dessus tout, et là il y a régression par rapport au PMT et au CHT, elles auraient vocation à travailler de concert. Le patient, il s'en moque, que ce soit public ou privé, il va là où son état le commande et où son médecin l'a aiguillé. S'il faut demain aller à la petite salpêtrière, vous étiez, il va à la petite salpêtrière, mais si on lui dit votre état est justiciable d'une intervention clinique, il va à la clinique, naturellement. Et pour lui, c'est toujours de l'argent public qui paye. D'ailleurs, c'est ses cotisations, ne l'oublions pas. Et donc, au fond,
il y a une régression là, si on n'arrive pas à faire en sorte que le secteur public et le secteur privé, soit PSPH ou non, participent à cette réflexion des GHT. Hein. Je vois vraiment pas C'est ça, ça doit être souple comme la chance de vie des GHT. Si les GHT demeurent exclusivement publics, ben, leur viabilité ne sera pas longue quand même. Même si dans un premier temps, il faut faire public. Là, j'avais moi à mon tour une question. Dernière question. Qui va être ma dernière question. Je l'ai dit que voilà 22 ans que ce réseau de l'urologie moi a été créé et il constitue un des exemples que l'on cite souvent en France. Qu'est-ce qui, au fond, pourrait expliquer que malgré toutes ces vertus, il n'est pas essaimé au sein des autres services, même si à Nîmes, Nord-Est a développé un réseau de gynéco là, avec Langogne et la Lozère, mais que dans les autres disciplines ça n'ait pas marché, et comment expliquer que toute l'urologie française ne soit pas aujourd'hui organisée sur ce modèle. Il y en a beaucoup quand même en urologie. Oui, En urologie, il y a... Par le biais de la société savante, justement, de la SFU. Je vais répondre surtout Merci pour les autres disciplines, parce que là, on a un vrai problème dans le GHT. Je vais prendre un exemple, qui est l'orthopédie, qui est bien représenté ici. Aujourd'hui, moi, je suis le pilote du groupe chirurgie pour GHT, je suis aussi le pilote pour GHT du parcours patient. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui avec grand intérêt pour écouter et apprendre. Qu'est-ce qui se passe en orthopédie? Compte tenu de l'importance de l'activité, il y a des orthopédistes partout. Moi, ce qui m'a aidé, c'est qu'Alès et Bagnol, il n'y avait pratiquement plus d'urologue. Donc, quand même, quand vous arrivez en disant « je vais vous apporter un praticien », vous êtes le bienvenu. Bon, je vais vous apporter de l'activité, vous êtes le bienvenu. En orthopédie, il y en a. Bon, malheureusement, ils ne viennent pas de notre école. Donc, depuis 20 ans, c'est la haine. Bon, parce que le facteur humain, il faut toujours revenir au facteur humain. Et c'est important, quand on va se parler entre le public et le privé, il va falloir qu'on arrête toutes ces histoires de haine, de disputes, de machin. Il faut qu'on se parle tranquillement et sereinement dans une estime réciproque. Voilà. On est nécessaire et on doit s'estimer réciproquement. Bon, les orthopédistes aujourd'hui, ils ne veulent pas se parler. C'est ça le problème. Ça veut dire que Vous voyez ce que je veux dire? GHT. Alors, on les a quand même réunis. Ils ont quand même signé le projet médical partagé. Mais par derrière, qu'est-ce que j'entends? Ouais, écoute, hein, j'ai signé, mais je vais continuer à envoyer mes patients à un tel parce que ça fait 30 ans que je travaille avec lui. Bon, le problème, ce que ce gars ne sait pas, c'est que la réponse est non. Parce qu'aujourd'hui, avec la traçabilité, les PMSI, etc., on va savoir parfaitement où vont les patients. Et on ne va pas accepter qu'il y ait des distorsions énormes au GHT. Parce qu'il faut bien leur donner une chance à ces GHT pour qu'ils marchent. Si on veut les mettre en place, il faut quand même leur donner une chance. Si d'emblée on les fusille, ça ne marchera pas. À Montpellier, à Marseille, à Avignon, ailleurs. C'est-à-dire que chaque praticien, pour l'instant, estime qu'il est responsable et il décide seul d'où il envoie son patient en faisant fi de l'organisation du système de soins. C'est pas normal, ça. C'est de la vieillesse et de la sénescence cérébrale, ça. C'est les habitudes qui ne sont de toute façon modifiées.